on va aller en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, on va parler du coup d'État qui vient de se passer et tirer les leçons. Je vais vous faire quelques analyses de ce qui est en train de se passer en Guinée-Bissau. Et moi, je reste persuadé que la situation au Togo va se décanter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça va arriver, je ne suis pas le bon Dieu. Celui qui court aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. C'est lui qui va partout. C'est lui qui va donner des garanties partout. Il est rentré de l'Angola, il est reparti. On ne sait pas où il est allé pour le moment. Je vais regarder un peu la direction de son avion. Je sais qu'il est rentré, il est rapidement reparti. C'est lui qui court dans tous les sens. Ce n'est pas les Togolais qui courent, c'est lui qui sent venir un danger, qui est en train de clôturer tout le Togo, qui est en train d'ériger les barrières, qui veut mettre le pays dans une prison à ciel ouvert. C'est lui qui monte les fortifications pour se protéger. C'est lui qui fait ça. Donc, ce n'est pas les Togolais qui courent dans tous les sens. Ça veut dire que c'est lui qui sent qu'il y a un danger qui arrive. Donc, les Togolais doivent rester sereins et comprendre que la seule chose que nous devons faire, c'est de continuer par lutter, sensibiliser, conscientiser les gens. Et un jour, la solution viendra. Il y a toujours une solution qui viendra d'une manière ou d'une autre. Il faut y croire. Moi, je suis plus que serein. Je suis tranquille parce que je sais que cette bataille-là, le peuple va la gagner forcément. Donc, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas voir des images et piquer une crise, tomber malade, dire oui, ah voilà, il est allé ici, vous voyez. Non. Et c'est ce que je vais vous démontrer tout à l'heure. Je vais vous démontrer tout à l'heure que dans la zone CEDEAO, il s'est passé des phénomènes que les gens n'ont pas observés depuis un certain temps. Et ce sont ces phénomènes-là qui continuent. Et ce sont ces phénomènes-là qui débouchent parfois dans certains pays sur les coups d'État. Il y a des gens qui ont pris des pouvoirs en Afrique, parfois avec un coup de pouce, soit de la France, soit d'autres pays. Et c'est des gens qui étaient fiers d'être dans la CEDEAO, la CEDEAO avec ses forces et ses faiblesses, ses bêtises dans les pays, et qui brandissaient la CEDEAO comme l'une des organisations la plus avancée, qui était dans les conférences. Et au bout d'un mandat, au deuxième mandat, c'est des gens qui au deuxième mandat, ont commencé par dire, ah oui, la CEDEAO ne peut rien nous imposer, la France ne peut pas nous dire, il faut partir au bout de 2 mandats, et ils ont commencé par être des panafricains. Je reviendrai sur le panafricanisme aussi après, aujourd'hui que les yeux des gens sont en train de s'ouvrir. C'est des gens, quand on leur rappelle les textes auxquels ils ont adhéré tranquillement, ils commencent par dire oui, non, on n'est pas d'accord, pourquoi nous sommes libres, nous sommes souverains, on doit faire ce que nous voulons dans notre pays. Et donc, Faure Gnassingbé a commencé en s'opposant au protocole additionnel de la CEDEAO. Et pourtant, c'est la même CEDEAO qui avait installé Faure Gnassingbé au pouvoir au Togo, au prix de 1000 morts. C'est la CEDEAO qui avait imposé par tous les moyens Faure Gnassingbé à la tête du Togo au prix de 1000 morts et qui a validé toutes les élections frauduleuses au Togo. Mais lorsque Faure a senti que plus tard, le protocole additionnel de la CEDEAO allait être un boulet pour lui, il a commencé par contester de l'intérieur la CEDEAO. C'est-à-dire, l'individu, le petit serpent est devenu un gros serpent, il a commencé par s'opposer à ceux qui l'ont fabriqué. Donc, il a commencé par bouder un peu la CEDEAO. Donc, ils ont commencé par contester le protocole additionnel à Accra. En 2000, je ne sais plus quoi, en 2008, avec la Gambie de Yaya Jammeh. C'était les 2 pays qui restaient. Le protocole additionnel, c'est le protocole qui faisait la limitation de mandats et tout au niveau de la CEDEAO, qui voulait harmoniser les mandats dans la CEDEAO à 2 mandats. Donc, le Togo s'est opposé. La Gambie de Yaya Jammeh s'est opposée. Entre-temps, Yaya Jammeh est tombé. Mais après, Ouattara a rejoint le camp de Faure. Ouattara aussi ne voulait pas. Après, Macky Sall aussi avait des velléités. Et ensuite, c'était Alpha Condé. Alpha Condé est une fabrication de bout en bout de la France. La FEANF, exil de 30 ans en France, professeur dans les universités françaises, Panthéon, je ne sais pas quoi, Sorbonne, une fabrication totale de la France. Et c'est la France qui a mis Alpha Condé à la tête de la Guinée. Parce que aux élections de décembre 2010, ce n'est pas Alpha Condé qui a gagné.
C'était Cellou Dalein Diallo qui a gagné ces élections. Mais la France, quand Alpha Condé avait ses amis de la gauche hein, au pouvoir en France avec Bernard Kouchner et tout ça, et Bolloré derrière, et ils ont tout fait pour, au deuxième tour, inverser les résultats avec la complicité de la francophonie, avec un général, je pense que c'est un général malien ou quoi qui était là-bas. Ils ont inversé. Moi, j'ai des amis qui étaient des observateurs là-bas. Ils m'ont raconté comment ils ont bidoué les résultats et ils ont imposé Alpha Condé comme président. C'était une manière pour la gauche française de récompenser un de leurs pions pendant longtemps comme Alpha Condé. Donc, ils ont sacrifié Cellou Dalein Diallo et ils ont mis Alpha Condé président, alors qu'il n'était pas véritablement le vainqueur. Donc, Alpha Condé prend le premier mandat. Il était tout le temps dans les bras de la France, de Hollande et tout ça. Il vient au deuxième mandat. Et à partir du deuxième mandat, il sait qu'il va modifier la Constitution à la fin de son deuxième mandat. Il commence par critiquer un peu la CEDEAO. Il commence par envoyer des pics à la France en disant oui, nous devons faire ce que nous voulons dans notre pays. On ne doit pas exiger que nous fassions 2 mandats parce que quelque part, du côté de la France qu'il a fabriqué, ils avaient commencé par lui dire, mon frère, après le deuxième mandat, il faut partir. Il ne voulait pas. Donc, il a commencé par critiquer. Et il a commencé par être dans la posture du panafricain, du chef d'État panafricain. Il a dit, oui, nous, on est des panafricains, on ne doit pas nous imposer quoi que ce soit, nous sommes souverains. Et donc, à partir de ce moment-là, Alpha Condé a commencé par nouer d'autres amitiés. Il a commencé par aller en Turquie, en Chine, en Russie. Et il commence par dire, oui, nous sommes en train de diversifier nos partenariats. On doit avoir des partenaires. Nous sommes libres d'avoir plusieurs partenaires. Et donc, il a utilisé ça, ce panafricanisme, l'a frelaté, pour se soustraire de la pression de la CEDEAO et de la pression plus ou moins de ses amis français qui lui disaient de partir pour aller nouer d'autres relations pour garder le pouvoir. Et c'est comme ça qu'il a opéré en bouchant les oreilles sa modification constitutionnelle pour prendre le troisième mandat. Malheureusement pour lui, il y avait un légionnaire que lui-même il a fait venir, Doumbouya, qui un matin est allé le cueillir comme un petit poussin. Et donc, quand Alpha Condé a été cueilli par Doumbouya, et étant déjà en froid avec la France, et même avec certains de ses amis africains, aujourd'hui, il est où? Il est en Turquie, parce que c'était ses derniers amis qu'il a fait venir en Guinée. Il est en Turquie, et c'est Erdogan qui a accepté l'accueillir avec des conditionnalités. Il ne doit pas trop bavarder, il est tranquille là-bas. Aujourd'hui, il ne peut même plus remettre les pieds en France, où il a passé 30 ans de sa vie, ou 40 ans de sa vie. Ça, c'est Alpha Condé. Écoutez très bien l'analyse que je suis en train de faire. Faure est rentré dans la même logique. À partir du moment où Faure a mis dans sa tête qu'il va s'éterniser au pouvoir, il a commencé par contester de l'intérieur les dispositions de la CEDEAO. La CEDEAO qui a fabriqué Faure Gnassingbé. Donc, lui et son ministre des Affaires étrangères, ils ont commencé par dire oui, on ne doit pas nous imposer ce que nous devons faire. Les peuples sont libres de choisir leurs dirigeants. On est des panafricains, on est des souverains. Ils ont commencé par à envoyer des signaux comme ça. Et après, il y a eu les coups d'État qui sont venus dans les pays du Sahel. Et quand les coups d'État sont venus dans les pays du Sahel, Faure a trouvé l'occasion d'emballer ces gens-là et de créer son projet que vous avez aujourd'hui en face. Donc, ils ont commencé par dire oui, nous sommes souverains, on doit diversifier nos relations. Et aujourd'hui, dans cette diversification des relations, des opportunités pour garder le pouvoir, Faure se retrouve dans les bras de Poutine. Et de l'intérieur, il conteste la CEDEAO, mais il garde un pied dans la CEDEAO, il met un autre pied dans l'AES. Et Ouattara a fait pareil. Maintenant, Embalo, on va parler d'Embalo tout à l'heure. Embalo, vous savez que la Guinée, c'est un narco-État. C'est un pays où il y a eu une dizaine de coups d'État depuis l'indépendance. C'est quand même le pays de Amical Cabral. Le Cap-Vert et la Guinée, c'est le PAIGC de Amical Cabral, un très grand panafricaniste. Mais la Guinée-Bissau est un narco-État. Et même le Togo a énormément de relations. Il y a des rapports qui montrent qu'il y avait beaucoup de drogue qui transitaient par la Guinée-Bissau, qui arrivaient au Togo et tout ça. Il y a des réseaux comme ça, des interconnexions. Donc, Embalo, qui était aussi très chaud au niveau de la CEDEAO, parfois même pour condamner ceux qui ont fait les coups d'État, comme les pays du Sahel, qui étaient dans tous les sommets, qui faisaient le zigoto. Quand il a senti venir qu'il était à la fin, presque à la fin de son deuxième mandat, il a commencé par contester la CEDEAO de l'intérieur. Il a commencé par dire oui, la CEDEAO ne doit pas nous imposer les choses. C'est-à-dire, tous ces gens qui ont bien commencé leur mandat, leur premier mandat, ils étaient des toutous dans la CEDEAO, comme les Faure Gnassingbé, ils étaient dans la CEDEAO. Deuxième mandat, ils étaient... À partir de la fin de leur deuxième mandat, ils ont commencé par contester l'institution de l'intérieur, parce que l'institution cherchait à harmoniser
hein, la limitation de mandat. Alors, qu'est-ce que Ambalo fait? Ambalo, il veut aussi servir tout le monde, comme Ford est en train de le faire aujourd'hui. Donc, tantôt tu le vois dans les bras de Macron, il est en France, il joue les trucs, il marche sur les Champs-Élysées, il marche comme ça, il fait comme ça, il met les trucs sur la tête. Et tantôt tu le vois, il est en Turquie, tantôt tu le vois chez Poutine. Et au niveau de la CEDEAO, il a commencé par contester. Et la dernière mission que la CEDEAO a envoyée en Guinée pour demander à Ambalo de respecter la Constitution et de quitter le pouvoir, vous allez voir comment Ambalo a chassé cette mission de la CEDEAO. Technique. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a menacé d'expulser une mission politique envoyée par la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, selon une annonce faite dimanche par le bloc régional. Les médiateurs ouest-africains dépêchés pour apaiser les tensions politiques ont quitté le pays tôt le matin du 1er mars après avoir été confrontés à ces menaces. La controverse porte sur la date de fin de mandat présidentiel d'Embalo, entamé en 2020, qui a exacerbé les tensions dans un pays au passé marqué par des coups d'État militaires. L'opposition politique soutient que son mandat aurait dû prendre fin la semaine dernière, tandis que la Cour suprême de justice a fixé la date au 4 septembre, selon un communiqué daté le samedi et signé par le chef des médiateurs régionaux. La mission a élaboré un projet d'accord pour organiser les élections législatives et présidentielles et a commencé à le présenter aux parties prenantes pour approbation. Cependant, le contenu précis du projet n'a pas été détaillé. La mission ouest-africaine prévoit aussi de soumettre à la commission de la CEDEAO, dirigée par Oumar Ali Touraï, un rapport incluant une proposition de feuille de route pour des élections inclusives et pacifiques en 2025. Embalo lui avait annoncé le 23 février que les élections présidentielles et législatives auraient lieu le 30 novembre 2025. La délégation de la CEDEAO était à Bissau du 21 au 28 février. Alors, en février, la CEDEAO dépêche une mission politique en Guinée-Bissau pour rappeler à Embalo non seulement les tests de la CEDEAO, mais la nécessité de respecter la constitution bissau-guinéenne. Mais comme Embalo savait qu'il allait modifier la constitution, lui qui était à tous les sommets de la CEDEAO, qui était content il a même présidé le sommet de la CEDEAO. C'est Embalo qui a été président de la CEDEAO 2023 quand ils ont pris les sanctions contre le Mali, tout ça. C'est Embalo, je pense qu'il était président. Embalo s'est retourné contre la CEDEAO et il a chassé la mission politique de la CEDEAO en disant que la Guinée est un pays souverain et qu'eux, ils n'avaient pas de leçons à recevoir de la CEDEAO. Il a humilié la mission et il a chassé la mission de la CEDEAO. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait déjà diversifié ses relations. Il était sûr que, en mettant les œufs dans plusieurs paniers, rien ne lui arriverait. Exactement comme Ford est en train de le faire aujourd'hui. Alors, parce que la mission est arrivée du 26 au 28. Mais le 25, Embalo était chez Poutine. Regardez. Le président de la Guinée-Bissau est arrivé à Moscou, en Russie, pour une visite d'État. Umaro Sissoco Embalo s'est entretenu avec Vladimir Poutine, président de la Russie. Au cœur de leur discussion, des sujets cruciaux allant de la coopération bilatérale à des enjeux internationaux et régionaux majeurs. Les échanges entre les deux chefs d'État se sont multipliés ces derniers temps. L'année dernière, les échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain ont continué à croître et ont augmenté de 10%. Cependant, les relations commerciales et économiques entre nos pays requièrent certainement une attention particulière de la part des deux parties. Et j'espère vraiment que nous pourrons nous mettre d'accord pour qu'elles prennent de l'ampleur. Il y a de bonnes bases et de bonnes opportunités ici, et beaucoup de nos entreprises montrent un intérêt croissant à travailler sur votre marché. Ces entretiens interviennent alors que la Russie poursuit ses efforts pour tisser des liens avec les pays d'Afrique. Nous sommes des partenaires sûrs, certains. Donc, aujourd'hui, je me trouve ici, sur le président, pour réaffirmer cette lien d'amitié qu'on a entre le peuple russe et le peuple bissau-guinéen. Cette relation fraternelle qui a toujours existé. La visite d'Embalo en Russie intervient alors que l'opposition menace de paralyser la Guinée.
Voilà, et Ambalo, bras dessous, bras dessus avec Vladimir Poutine. Et il va là-bas et il dit qu'avec la Russie, c'est un partenariat sûr. Ça veut dire qu'avec les autres, c'était un partenariat sûr. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que comme il sait qu'il allait opérer un coup de force dans son pays, il va se mettre sous la protection de Poutine. Ça ne vous rappelle pas quelques images il y a quelques jours? Ce que vous avez vu là, ça ne vous rappelle pas quelques images il y a quelques jours? Ça ne vous rappelle pas quelques images il y a quelques jours? Je vous laisse faire vos analyses. Ça ne vous montre pas quelques images il y a quelques jours? Et donc, en allant se mettre dans les bras de Poutine, il pensait se mettre sous un parapluie atomique. À partir de ce moment-là, il pouvait faire n'importe quoi dans son pays sans que personne ne réagisse. Et assurer que Poutine est leur sauveur dans ce monde, il s'est permis de faire ce qu'il a voulu faire ces jours-ci en truquant les élections et malheureusement, personne ne l'a protégé. Alors, je fais cette analyse pour vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un va aller saluer Poutine ou va aller mettre en gage un de nos biens qui appartient à tous les Togolais que nous devons nous décourager, que nous devons dire oui, ah voilà, il est parti chez Poutine, on ne peut plus avoir le changement. C'est ça même qui va être le déclic. Voilà. Donc, je suis parti de l'exemple d'Alpha Condé pour arriver au cas de Ambalo, pour vous dire que la Russie n'a jamais protégé personne. Ils sont pour leurs intérêts. Peut-être les nouveaux militaires vont même encore aller en Russie. Les nouveaux militaires qui viennent de prendre le pouvoir en Guinée-Bissau, peut-être qu'ils vont aller même en Russie pour continuer les mêmes choses avec Poutine. Donc, c'est pour ça qu'on dit les individus ne sont pas grand-chose pour les États. Bachar el-Assad était sous la protection de la Russie avec des bases militaires. Mais, et donc, les deux pays en Afrique qui ont une véritable expérience de la Russie, c'est la Guinée-Conakry et un peu le Bénin. Depuis qu'il y a eu ces effervescences de panafricanisme où les gens disent oui, vive la Russie, vous avez vu un seul Guinéen, Guinée-Conakry, brandir un drapeau russe. Ils sont ceux qui en Afrique connaissent mieux les Russes que tout le monde. Les Russes sont d'ailleurs là-bas depuis 1958. Ils exploitent des mines. Vous savez qu'il y a plusieurs entreprises russes qui exploitent des mines en Guinée-Bissau depuis 60 ans. Ils n'ont jamais développé le pays. Je dis tout ça pour vous montrer que, qu'ils soient russes, français, américains, israéliens, ils sont là pour leurs intérêts. Ce n'est pas parce qu'on quitte un pour aller se mettre sous la protection de l'autre qu'on va garantir un pouvoir à vie. Et je vous ai toujours dit, nous sommes des patriotes. Je n'aime pas utiliser le terme nationaliste parce que ça a des connotations. Nous sommes des patriotes. Et les patriotes, c'est des gens qui protègent leur pays d'abord. C'est des gens qui s'opposent à ce qu'on brade les ressources de leur pays à des puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Au Togo, je suis celui qui a fait le plus de dossiers sur Bolloré. Dimanche, j'en ferai encore. Je suis celui qui a fait le plus de dossiers sur Bolloré et sur les entreprises françaises. Dimanche, j'en ferai encore. Aujourd'hui, vous allez voir comment les gens vont manipuler l'opinion. Le 8 décembre prochain, si des Togolais sortent dans la rue pour contester le pouvoir de Faure, les gens vous diront que c'est parce que Faure est allé en Russie que la France manipule les gens. Alors que la France n'a jamais. La France est l'un des premiers, les toutes premières puissances à soutenir Faure Gnassingbé depuis la nuit des temps. Et les Togolais combattent le régime Gnassingbé depuis 1963. Donc, les Togolais n'ont pas besoin qu'une puissance soit derrière eux pour combattre les Gnassingbé. Mais vous allez voir
que ceux qui manipulent l'opinion vont dire prochainement, ah oui, c'est parce que Faure Gnassingbé est parti en Russie qu'on est en train de manipuler les gens pour contester son pouvoir, alors que son pouvoir est contesté depuis 20 ans par les Togolais qui n'ont pas besoin qu'une puissance les pousse pour contester le pouvoir. Donc, j'ai raconté toute cette histoire ce soir pour vous montrer que nous devons rester mobilisés. Ce n'est pas parce que un farfelu ou je ne sais pas qui est parti quelque part pour serrer la main d'un autre président que nous allons commencer par nous désespérer. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, et voyons, oh, pas voir. J'ai dit, mais attendez, vous êtes dans la lutte politique ou bien vous êtes dans les émotions? On ne met pas les émotions dans la lutte politique. On ne met pas la passion dans la lutte politique. Une chose est certaine, Faure lui-même, il sait qu'il est plus dans la descente que dans la montée. Il le sait mieux que tout le monde. Vous avez vu Blaise Compaoré, il a servi presque toutes les puissances. Le jour où ils ont décidé de le lâcher, ils ne lui ont même pas offert un pays où il va se reposer, il est en Côte d'Ivoire. Kadhafi, il était avec plusieurs puissances. On a vu comment ils l'ont fait. Mobutu a servi tout le monde. Quand ils ont décidé de le lâcher, même la France, où il avait même des châteaux, on ne lui a pas permis de venir se reposer en France. Il a fini ses jours au Maroc. Quand Mobutu a fait décoller son avion, je ne sais pas si à Gbadolite, sous les balles des soldats de Kabila, et il voulait aller dans d'autres pays. Les autres ont refusé. C'est au Togo, c'est en cours de chemin qu'il a dit aux pilotes d'arriver au Togo. Ils sont arrivés au Togo en catastrophe. Et il y a des gens même qui étaient son ami, ne voulaient pas en réalité le recevoir. Ils sont arrivés en catastrophe au Togo. Et on a vu comment Mobutu, il est mort. Donc, Faure Gnassingbé, il veut jouer le Blaise Compaoré, le proconsul dans la région, le grand timonier qui va gérer les problèmes dans la région. Et c'est comme ça que lui-même, il va tomber dans son propre piège. Donc, nous, la seule chose qui nous reste, c'est de continuer par travailler, de sensibiliser, conscientiser notre peuple, de nous éloigner des batailles qui ne nous importent pas. Moi, je n'ai pas la force aujourd'hui pour aller me battre pour un pays, pendant que j'ai des problèmes dans mon pays. Je vous le dis, quand je le dis, les gens m'attaquent, mais moi, je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas la force pour aller me battre pour un autre pays. La force que j'ai là, je me bats pour le Togo. Le jour où le Togo sera libre, là, je peux regarder ce qui se passe dans les autres pays. Je n'ai pas la force pour dénoncer les Gnassingbé et aller aussi m'occuper d'un autre pays. Les autres ne nous regardent pas. Pourquoi nous les regardons? À la limite, les gens se moquent de nous. Donc, moi, je n'ai pas à disperser mon énergie à m'occuper des histoires qui se passent dans les autres pays. Nous devons récupérer notre propre pays. Quand nous aurons récupéré notre propre pays, nous déciderons de ce que nous voulons en faire. Si nous devons nationaliser nos richesses, on va les nationaliser. Si nous devons coopérer avec les gens, on définira ensemble les conditions dans lesquelles on va coopérer avec X, Y ou Z. Sylvanus Olympio, paix à son âme, de regretter mémoire, s'est battu au Togo. Dimanche, je vous en parlerai. S'est battu au Togo contre la France pour pouvoir construire un port. Il n'y a pas que seulement la question de la monnaie qui opposait la France à Sylvanus Olympio. Il y a d'autres questions, notamment la construction du port autonome de Lomé. La France a voulu bloquer ce projet-là. Sylvanus a contourné la France et allé chercher les Allemands. Il y a les images de la pose de la première pierre, des études de faisabilité. Et le projet même de la construction de ce port était un projet ambitieux. Tous les quartiers comme à Corée-Siwa, tout ça était la zone portuaire. Sylvanus a conçu ce port-là. Et c'est d'ailleurs pour des choses comme ça qu'il a été tué. Faure est venu, où la famille Gnassingbé, ils ont vendu le port français, donc Bolloré et son ami Dupuy-Doby. Quand ils ont fini, quand la France les a supportés jusqu'en 2020 pratiquement, maintenant qu'ils ont quelques petits soucis avec la France, il reprend le même port, il va donner à Poutine. Vous imaginez? Le port pour lequel le père de l'indépendance a sacrifié sa vie pour que nous soyons libres, on va le brader aux puissances qui ont tué ce président-là. Et quand on l'a donné à la France, au bout de 35 ans, comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui on le prend, on va aller faire les marchandages en Russie.
Et vous pensez que nous qui sommes des patriotes, nous allons accepter ça? Vous avez un chef dans un village et quand il a des petits soucis, ou bien pour conserver son pouvoir, il prend les terres du village, il vend aux étrangers. Il ne consulte même pas le village. Il se lève un matin, il donne les phosphates aux Israéliens pour sa sécurité. Il se lève un matin, il donne le port aux Français pour sa sécurité. Il se lève un matin, il donne les télécoms. Il donne les télécoms à un conglomérat pour sa sécurité. Il se lève un matin, il vend les banques pour sa sécurité. Il se lève un matin, il donne les mines de clinker à une autre puissance pour sa sécurité. Il vend les bijoux de famille sans demander la permission de qui que ce soit. Et vous voulez que nous, les patriotes, fondamentalement, accrochés à notre pays, on se taise, on le regarde faire. Parce qu'il est un roi de droit divin, il n'a de compte à rendre à personne sur ce qu'il fait des richesses du pays. Tout ce qui est au Togo lui appartient. Il peut en faire ce qu'il veut. Et il y a des Togolais qui regardent ça. Vous imaginez? Le port autonome de Lomé, je vous projetterai des photos, fait partie des éléments qui ont abouti à l'assassinat de Sylvanus Olympio. Il n'y a pas que seulement la monnaie, il y a tout un ensemble de facteurs. Et c'est les Allemands qui allaient voir qui ont conçu ce port-là. Et c'est pour ça que les Allemands sont restés dans la gestion du port jusqu'en 90. Et c'est en 92, quand il y a la rupture de la coopération, qu'ils sont partis, les Togolais sont rentrés dedans. Ils ont commencé par le balancer aux gens. Je vais vous montrer dimanche des documents exclusifs. Vous allez voir comment les contrats qu'ils ont signés avec les Bolloré, les avantages qu'ils ont accordés à Bolloré, tout ça, comment ils ont pillé le port. Donc, nous ne pouvons pas accepter des dirigeants anti-patriotes, des gens qui n'aiment pas leur pays. Ailleurs, les gens nationalisent les mines. Les gens remettent tout ce qui est richesse dans le trésor national. Lui, il vend au plus offrant juste pour protéger son pouvoir. Et c'est ce qu'il allait faire en Russie. Et ils pensent que quand ils vont se lever, ils vont prendre les choses, ils vont les donner aux Russes. Ils auront une protection éternelle. Ambalo vient de faire les frais. Alpha Condé en avait fait les frais. Ali Bongo a fait les frais. Donc, chers Togolais, restons zen. Ne vous occupez pas des petits oiseaux, des voyous, des gens qui racontent des histoires. Ceux qui insultent, ceux qui profèrent des insultes, ceux qui vous attaquent, ce sont des indicateurs qui montrent que c'est eux qui ont peur. Ceux qui s'agitent, c'est eux qui ont peur. Restons zen et continuons pas à travailler. Continuons pas à mobiliser. Continuons pas à conscientiser. Il y aura forcément un déclic. Et Faure le sait. Faure vit au Togo comme quelqu'un qui est traqué dans son propre pays. Puisque c'est un chef d'État qui ne peut pas se promener librement dans le pays. Vous avez vu, à part les campagnes électorales, Faure est allé, s'est levé un matin, il va à Notien, il se promène, il salue les gens dans les rues, il va au quartier de Bel, là-bas, il salue les gens dans les rues, il va à Didjoli, il salue les gens dans les rues. Non, il est traqué dans son propre pays. Une traque invisible, c'est-à-dire, il sait que les Togolais lui en veulent, et quand les Togolais auront la faille, ils vont l'atteindre. Donc, il vit reclus sur lui-même. Son circuit, c'est aéroport, Lomé 2, aéroport Niamtougou et l'extérieur. C'est ça le circuit de Faure Gnassingbé. Son déplacement, c'est Lomé 2, aéroport Niamtougou, donc Niamtougou Pia, et puis après, quand il part à l'extérieur. C'est comme ça qu'il vit dans le pays. C'est son triangle. Sauf si un jour, il veut se déplacer quelque part pour une visite vite fait. C'est quel chef d'État qui est dans un pays, il ne peut pas sortir et se promener tranquillement, regarder comment le pays est. Ça veut dire qu'il a un gros souci. Donc, les gars, restons concentrés, mobilisons-nous, fermons les oreilles, fermons les yeux par rapport à tous ceux qui veulent vous entraîner sur des circuits qui ne sont pas les vôtres, ceux qui veulent vous dévier dans des combats qui ne vous appartiennent pas. Je vous ai dit ici, depuis
au moins 1 an que je ne suis pas panafricain. Non pas parce que je ne partage pas l'idéal panafricain des pères du panafricanisme, mais le panafricanisme d'aujourd'hui, avec tous les escrocs qui l'animent là, je ne le suis pas. Je vous ai dit ça, les gens m'ont insulté. Mais vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Il y aura encore plus de surprises, vous allez voir. Et ils ont utilisé ça pour nous dérouter de nos combats. Je me rappelle, au lieu qu'on se concentre sur le Togo, les gens ont passé le temps à s'insulter, à s'attaquer entre nous. Oui, tu n'es pas panafricain, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Aujourd'hui, les gens eux-mêmes sont en train de découvrir les réalités. Et certains ont même honte. Parce qu'on nous a déroutés de notre propre combat. Pendant des années. Nous sommes au Togo. Nous connaissons les problèmes que nous avons au Togo. Nous connaissons les problèmes qu'on a au Togo. Même pour l'unité nationale du Togo, nous savons comment les communautés sont au Togo. On n'a pas encore réglé nos contradictions internes. On veut aller régler les contradictions à l'échelle africaine. Vous avez vu ça où? Donc, voilà ce que nous avons, ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Dimanche, on se retrouve pour parler fondamentalement de comment est-ce que Faure Gnassingbé, il est en train de brader nos richesses aux étrangers. Faure Gnassingbé est un président antipatriote. Un président antipatriote. Un citoyen antipatriote. Pour lui, son confort, son pouvoir, il est prêt à vendre tout le Togo. C'est un président antipatriote. Jamais vu dans l'histoire de notre pays. Même son père faisait attention. Lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Peut-être demain, c'est les cimetières qu'il va aller vendre. Peut-être que demain, c'est les cimetières qu'il va aller vendre. S'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter des cimetières. Vous ne pouvez pas prendre un secteur aussi stratégique que le port pour aller mettre en gage quelque part sans un débat même à l'Assemblée nationale. Sans que les députés ne soient informés. Sans un débat national. C'est comme aujourd'hui, on est en train de poser la question des réserves administratives sans poser un débat national. Vous ne pouvez pas prendre un secteur stratégique comme les télécoms, privatiser sans un débat national. Vous ne pouvez pas céder des mines aux étrangers sans un débat national. Sans un débat même à l'Assemblée nationale. Ne serait-ce que pour que les députés posent des questions de savoir, vous voulez vendre ça, pourquoi? Pourquoi vous vendez ça? Mais lui, il s'en fout. Il dispose du Togo comme il veut. Il vend ce qu'il veut, à qui il veut. L'essentiel, c'est que ces gens-là assurent sa sécurité au pouvoir. Et c'est le fond de sa démarche qu'il faut comprendre. C'est le fond de sa démarche qu'il faut comprendre. Il a réussi avec ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il a réussi avec ça. Et il va continuer tant qu'on ne va pas l'arrêter. Il sera en train de chercher encore d'autres mines à vendre. Là, ils viennent de céder, ils viennent de commencer, ils ont cédé le manganèse de Naïga à d'autres prédateurs, sans aucun débat national. Et ces gens, ils vont exploiter ces mines là-bas, et puis après, demain, ils vont disparaître. Comme ils ont exploité le fer de Bangeli. Les gens ont exploité le fer de Bangeli, après ils ont disparu. Et Bangeli n'a rien profité de cette exploitation. Les routes sont là-bas. Les hôpitaux, il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas d'hôpitaux. Ils ont abandonné la carrière. C'est la souffrance partout, à Bangeli. Les phosphates, tous les dégâts que les phosphates sont en train de faire aujourd'hui, dans les préfectures comme le Vaud, le Zio, tout ça, avec les terres qui ont été arrachées aux autochtones, qui sont obligés d'être des étrangers sur leur propre terre. Personne n'en parle. Donc, les gars, nous devons être des patriotes. Nous devons être des patriotes. Je préfère le patriotisme au nationalisme. Et le patriote, c'est celui qui aime son pays plus que tout. Donc moi, je n'ai rien à foutre de la Russie, de la France, de la Turquie, des États-Unis. Je n'ai rien à foutre de tout ça. Je suis Togolais. Et les richesses du Togo doivent profiter aux Togolais. Et c'est aux Togolais de déterminer avec qui ils vont collaborer. C'est ça le plus important.
Voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et en faisant cette analyse avec les Ambalo, tout ça, lorsque les gens ils gèrent leur pays et on commence par leur dire il faut partir, ils deviennent des panafricains, ils envoient le souverainisme, nous sommes souverains, on ne doit pas nous dire ce que nous devons faire, mais ils se promènent tous les jours à prendre de l'argent au FMI, aller chercher de l'argent à la BAD, aller chercher de l'argent en Allemagne, en France. Mais dès qu'on leur dit il faut lutter contre la corruption, il faut quitter le pouvoir, ils disent oui, on est des souverains, personne ne doit nous dire ce que nous devons faire. C'est devenu le leitmotiv aujourd'hui pour tous ceux qui veulent se soustraire de l'obligation de rendre compte de la gestion qu'ils font de leur pays. Dès qu'on leur demande des comptes, oui, on est souverain, personne ne doit rien nous demander. Mais ils sont derrière à courir derrière les banques internationales pour chercher de l'argent, supplier pour avoir de l'argent. Mais dès qu'on leur demande, écoutez, il faut que vous fassiez le bilan pour partir, ils disent non, on ne part pas. Alors, vous n'avez pas à nous dire ça, nous sommes souverains. Ils ont des appartements partout en Europe, aux États-Unis, partout. Mais ils sont là tous les jours à dire oui, non, les gens là ne doivent rien nous dire. Mais ils volent l'argent, ils vont acheter les appartements, ils mettent leurs enfants à l'abri. Ils cherchent les nationalités pour leurs enfants. Donc, restons conscients et restons confiants. C'est Faure Gnassingbé qui est en difficulté, ce n'est pas le peuple. Le peuple est déjà habitué à la souffrance, mais le peuple se bat avec les armes qui sont à sa disposition pour se débarrasser du dictateur. Et il va y arriver de sa propre manière. Donc, le peuple n'est pas aujourd'hui en difficulté. C'est le régime qui est en difficulté. C'est le régime qui crée une chute. C'est le régime qui crée un effondrement. C'est pour ça qu'il court dans tous les sens pour chercher des alliances. Le jour où vous venez fort courir en Corée du Nord pour saluer la main de Kim Jong-un, il faut savoir qu'il a chaud. Comme il est allé en Russie, ça veut dire qu'il a chaud. Comme il va en Israël, comme il va partout pour chercher des alliances, pour se protéger, c'est qu'il a chaud. Donc, il faut continuer. Donc, merci pour tous ceux qui se sont mobilisés pour ce live. Je vais devoir y mettre fin. On se retrouve dimanche pour décortiquer le reste de l'actualité avec des documents que je vous présenterai, tout ce que j'ai à vous dire. Et comme je l'ai dit tantôt, restons zen, restons confiants. Et ne perdez pas vos temps à regarder qui que ce soit, à répondre à des farfelus, tout ça. Ne perdez pas votre temps pour ça. Restez objectif et focus. Vous savez pourquoi depuis des années, je suis toujours le même? Parce que je n'écoute pas ce que les autres disent. Moi, je me contente de venir délivrer mon message. Et une fois que je délivre mon message, les dégâts que le message font, les réactions que ça suscite pour soi-disant contre-attaquer, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde même pas. Mais je m'assure que le message que je délivre atteigne les Togolais. C'est ça le plus important. Parce que les gens qui sont dans la boue, leur objectif, c'est de vous traîner dans la boue. Et ne tombez jamais dans leur jeu. On peut vous coller toutes sortes d'injures. Ne les regardez pas, avancez seulement. Et c'est là où vous leur ferez encore plus mal. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Savoir résister, avoir la culture, connaître les astuces de l'adversaire qui cherche à vous déstabiliser et résister à tout ça. Ignorer tout ça. Ça s'apprend sur plusieurs années. Il faut se mettre à l'idée que quand tu combats un régime comme une dictature, ils vont te combattre aussi. Donc, où est le souci? Pourquoi tu te plains? Vous pensez que si Faure m'arrête demain, moi, Ferdinand, Faure m'arrête demain, je commets une erreur, même là où je suis. S'ils trouvent les moyens de m'assassiner, ils vont le faire. D'ailleurs, ils sont en train de le tenter, mais c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ont des soucis. Mais vous pensez que si demain, je commets une erreur et que Faure m'arrête là, il va me cajoler. Vous avez vu ce qu'il est en train de faire avec Omoulou? Il ne va jamais me faire cadeau. Tout comme il ne fera aucun cadeau à tous ceux qui le dénoncent. Donc, il faut rentrer dans la tête du dictateur pour savoir que le dictateur ne pardonne jamais. Et se préparer en conséquence. Si moi, je tombe dans leurs mains, ils vont même me braiser sur 100 ans.
C'est-à-dire, ils vont me faire souffrir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire, chaque jour, ils vont me pincer un peu, jusqu'à ce que je souffre jusqu'à mourir. Sur 100 ans. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Omolu. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Omolu. Donc, ne pensez pas que quand vous vous engagez dans cette bataille-là, c'est de la blague, ou vous êtes en train de vous amuser. Eux, ils ne vont pas vous faire cadeau. Ils ne vont pas vous faire cadeau. De toutes les façons, ils ne vous feront pas cadeau. Donc, il ne faut pas leur faire cadeau non plus. Toutes les armes sont utiles pour combattre le dictateur. Parce que lui, quand il va t'arrêter, regardez tout ce qu'on dit des prisonniers, fort insensible. Tout ce qu'on dit sur les prisonniers, les gens qui sont en train de mourir, les gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes, les gens qui n'ont plus la vue, ils s'en foutent. Même les femmes. Il y a une dame qui est en prison là-bas, on l'a pris à Bafilo, elle s'appelle Leila, je pense. Elle allaitait son enfant quand on l'a pris. Elle est en prison depuis 7 ans. Son enfant est à la maison. L'enfant doit avoir maintenant 7 ans ou 8 ans. L'enfant n'a plus jamais vu sa mère. Elle allaitait. Donc, quand vous avez un chef d'État ou un dictateur qui est insensible à ça, vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est de la blague? Mais si vous vous amusez ou vous êtes naïf et qu'il met la main sur vous, mais vous allez en souffrir toute votre vie. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec Omolu. Tout ce qu'on dit d'Omolu, comment Omolu souffre, tout ça, ça ne leur dit rien. Ils sont insensibles. Parce qu'ils sont en train ils l'ont condamné à mort. Ils sont en train de le tuer à petit feu. Ils sont en train de le tuer à petit feu. Donc, ces gens-là, il ne faut pas leur faire cadeau. Parce que le jour où vous tomberez dans leurs mains, eux ne vous feront pas cadeau. Ils ne vont jamais vous faire cadeau. Même si un matin, ils vous disent « Ah, on t'a pardonné, tu peux rentrer au pays, il n'y a pas de problème. » N'y va jamais. N'y va jamais. Ça aussi, c'est une culture politique qu'il faut avoir. Il faut avoir la culture du combat, de la résistance et connaître les b.a.-ba d'une lutte. C'est ça la réalité. Donc, on est dans un combat à mort. On est dans une lutte à mort. C'est eux ou c'est nous. C'est eux ou c'est nous. S'ils trouvent l'occasion de nous liquider, ils vont le faire à la première minute. Même quand ils passent, ils vous sourient, ils disent « Oh non !» Il y a des gens qui viennent dire aux gens « Au fond, c'est quelqu'un de humain, c'est quelqu'un, non, il est simple, si tu le vois, il est simple. » Oui. Tous les psychopathes sont simples. Hein. Dans la criminologie, ceux qui commettent les crimes les plus... Ce sont des gens simples. Quand vous lisez Eva Braun, c'est le livre, Eva Braun a écrit un livre. Eva Braun, c'est la femme d'Hitler. J'ai lu son livre. Elle décrivait son mari comme quelqu'un de fondamentalement humain. Quelqu'un de fondamentalement humain. Eva Braun. Mais c'est des gens, les tueurs, ce sont des gens très froids. C'est des gens qui ont une autre facette. C'est des gens qui vous montrent un autre visage. Mais le jour où tu te retrouves dans un enclos avec lui, il te démontre le vrai visage qu'il a. Donc, concentrons-nous sur la lutte. Ne nous laissons pas distraire par les petites histoires, par des trucs qui n'ont aucun sens. Si d'ici le 8, les Togolais se mobilisent, c'est bon. S'ils ne se mobilisent pas, on reste focus sur la sensibilisation. Je répète, si le 8, les Togolais sortent, c'est tant mieux. Si le 8, les Togolais ne sortent pas, il faut rester concentré sur la mobilisation. Il faut continuer par travailler. Le 8 ne doit pas être une date butoir. Non. Il faut savoir que la lutte est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Il y aura des moments, c'est comme vous jouez un match, il y aura des moments où vous aurez l'avantage, il y aura le moment où vous serez en difficulté. C'est comme un match de football. La lutte politique, c'est ça. Il y aura des moments où vous aurez des avantages sur l'adversaire, il y a des moments où vous serez en difficulté. La lutte politique, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner.
Ça ne veut pas dire que vous devez vous décourager. Ça ne veut pas dire que vous devez dire, ah, si c'est comme ça, on se tait. Non. La révolution, elle se nourrit hein, de ce que je peux appeler les petites contestations, hein, secteur par secteur. Hein, les petits, les oukases, tout ça. C'est tout ça qui finissent par fermenter le pays et finalement, ça prend. Donc, nous tous qui faisons ça, nous le faisons pour le bien du Togo. Et la plupart de ceux qui font ça aujourd'hui, qui prennent les risques, ils sont à l'extérieur. Ils auraient pu rester tranquilles dans leur pays d'adoption en disant, bon, écoutez, j'ai une bonne vie ici, j'ai un bon boulot, j'ai un système de santé, je n'ai pas besoin de parler du Togo, je m'en fous. Mais notre pays en nous, quand nous partons dans la rue, on dit, on est Togolais. Et quand on est Togolais, on te dit, monsieur le Togolais, tu ne peux pas baisser la tête. Tu baisses la tête parce que tu sais qu'aujourd'hui, ton pays est pourri. Mais il faut que demain, quand on t'appelle, on dit tu es Togolais, tu lèves la tête, tu dis oui, je suis Togolais. Je suis du pays de Sylvanus Olympio. Je suis fier d'être Togolais. Parce que mon pays est un pays normal. C'est un pays qui compte dans le Conseil des Nations. C'est un pays qui n'est pas dirigé par des inconscients, des gens qui n'ont aucune vision, des gens qui bradent les richesses du pays. Je peux lever la tête et dire oui, je suis Togolais. Et c'est pour cette dignité-là qu'on se bat. Sinon, chacun a sa petite vie, tranquille, quelque part, avec ses enfants. Donc, voilà moi ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et je salue tous nos frères qui sont engagés et qui résistent malgré la tempête, qui résistent malgré les menaces, qui résistent malgré les sirènes de la corruption. Je salue tous ces gens-là. Ce sont eux les héros de demain. Tous ceux qui résisteront jusqu'à la fin de cette lutte, c'est eux les héros de demain. Ceux qui seront clairs dans leur démarche jusqu'au bout, c'est eux les héros de demain. Donc, les gens doivent rester focus sur les objectifs de la lutte. C'est le plus important. Donc, je vous salue tous les amis. Vous tous qui vous battez de quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit. Vous tous qui participez à la mobilisation. Restez concentrés, solidaires. Et sachant que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et l'histoire nous le reconnaîtra. Aujourd'hui, on est peut-être des pestiférés pour certaines personnes. Mais demain, les gens diront, ce sont eux qui ont fait ça.